Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut connecter notre base de données à notre API. Pour la vidéo, on va utiliser une base de données non relationnelle infonuagique. Il y a plein de façons. On aurait pu connecter notre API à une base de données relationnelle SQL qui serait installée sur notre serveur. On pourrait avoir un serveur à part avec une autre base de données non relationnelle qui roule. L'avantage d'utiliser un service cloud ou infonuagique, c'est qu'on n'a pas d'installation à faire, c'est très rapide pour démarrer. Donc, pour apprendre un petit peu les bases de données non relationnelles, on va démarrer avec ça. Dans la vidéo suivante, on va voir un peu la différence entre une base de données relationnelle SQL et une base de données non relationnelle NoSQL. Donc, on va démarrer. Donc, première des choses, on va aller sur firebase.google. Puis, ça va vous prendre un compte Google. Donc, une fois que ça, si vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter. Puis ensuite, on peut cliquer sur la console. La console, c'est là qu'on va avoir tous nos projets en fait, Firebase offre plusieurs services, puis la base de données non relationnelle s'appelle Firestore. C'est un des services parmi d'autres. Puis, vous voyez que j'ai déjà d'autres projets là, que j'ai utilisés pour tester. Puis, moi, je vais me créer un nouveau projet pour ici. Puis, je vais l'appeler Test API. Je n'ai pas besoin de base d'IA. Puis pour l'instant, je n'ai pas besoin de Google Analytics non plus. Ça, on va voir à la fin de la session comment on pourrait connecter là, tous les types d'analytiques de Google pour le référencement puis le suivi des sites web. Je vais mettre la vidéo sur pause. Et voilà, notre base de données a été créée. Puis, ensuite, comme je disais, il y a plusieurs services possibles. Nous, ce qu'on voudrait créer, c'est une base de données Firestore. Les autres services, ben là, ça reste à vous à aller voir qu'est-ce qui est possible avec nous, mais nous, c'est Firestore Database qui nous intéresse. On va faire créer une base de données. Puis il faut créer un première des choses, il faut décider en fait l'emplacement de notre base de données. C'est sûr que vous voulez avoir une base de données qui va être le plus proche de vos utilisateurs pour que ce soit le plus efficace. Vous pourriez, dans ce cas-ci, il y a une base de données à Montréal ou à Toronto. Ça peut être une bonne idée. Il faut le choisir au départ, puis après ça, on ne pourra plus le modifier. Ensuite, le reste, on va démarrer en production. On ne change pas besoin de changer ceci. Puis ensuite, une fois que ça va être créé, bien, on va pouvoir aller chercher les accès à notre base de données ensuite. Donc, première des choses qu'il faut savoir dans une base de données non relationnelle, c'est qu'on ne va pas parler de table, on va parler de collection. Puis dans les collections, bien, on peut avoir des documents. Puis les documents, il faut les voir un peu comme des entrées dans une base de données relationnelle, là, si on veut faire des parallèles. Sauf que, à la différence d'une base de données relationnelle, nos documents ne sont pas obligés d'avoir toutes les mêmes informations, toutes pareilles. Tandis que dans une base de données relationnelle, on a toutes nos colonnes. Ben, il faut que tous les champs utilisent la colonne. Ça peut être nul, mais tout le monde a la même information. Tandis que dans une base de données non relationnelle, ben, notre document peut varier en termes d'information. Dans le cas à nous, on va commencer par faire une collection film. Puis on va faire un document juste pour tester. On va l'appeler titre, puis on va l'appeler, on va dire Memento. Memento. On va voir dans une vidéo prochaine comment on peut injecter là, toutes nos données directement pour populer notre base de données.
Fait que là, j'ai déjà une information, fait que tantôt, on va pouvoir tester pour récupérer cette information-là. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut connecter notre API. On va aller dans la petite roulette dans le coin en haut, puis on va aller dans paramètres du projet, compte de service. Et là, on va pouvoir télécharger la clé qui nous permet de connecter à distance notre API vers ce service-là, vers Firebase en général. Donc, on va choisir Node.js, puis on va générer une nouvelle clé privée. Ça va être un fichier à part qu'on va aller déposer à la racine de notre projet. Puis, si vous voulez déjà tout de suite, on peut venir copier ce morceau-là ici, puis on va pouvoir le mettre dans notre fichier DB de notre API. Donc, c'est pour démarrer un petit peu. Hop. Dans, dans notre projet d'API, on va se faire un dossier config. Puis à l'intérieur, je vais faire un dossier qui s'appelle db.js. Je vais venir coller ça ici. Puis, je vais aller chercher aussi mon fichier que j'ai téléchargé et je vais venir le porter à la racine de mon projet. Évidemment, à la fin de la vidéo, ben, je vais supprimer là, ces accès-là, que ça ne sert à rien de regarder ça. Mais c'est la clé, dans le fond, de notre projet. Donc, ici, on va, je vais l'appeler par exemple db config.json. Puis, évidemment, c'est un peu le même principe que notre fichier d'environnement. Je ne voudrais pas que ces informations-là se retrouvent directement sur Git. Donc, dans mon fichier gitignore, je vais aller tout de suite config.json. Je vais m'assurer que mon fichier ne soit pas ajouté quand on va connecter ou pousser les informations. Puis manuellement, quand on va le déployer sur un service comme render.com, on va aller mettre un fichier secret ici à la place. Si vous utilisez un autre service de déploiement, ça se peut que vous ayez besoin de rentrer chaque information dans une variable d'environnement individuellement, puis après ça, revenir recréer là, l'objet directement à partir des clés. Ce pas tous les services de déploiement qui permettent d'ajouter un fichier secret. Souvent, il y en a d'autres, ça va être juste des variables d'environnement individuelles. Donc là, nous, on a ça ici. Donc, on peut venir récupérer avec un require un fichier JSON sans avoir eu besoin de l'exporter de l'autre côté. Fait que là, moi, ce que j'aimerais, c'est ça. Puis, dbconfig.json. Donc, au chargement, je vais m'assurer, je vais utiliser cons parce qu'on est plus moderne. Ça ici. Puis, on va aussi importer autre chose. On va aller chercher Firestore, get Firestore, donc l'accès à notre base de données, c'est égal à, oups, j'ai pas cliqué sur le bon bouton, CTRL-C, CTRL-V, /Firestore. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on va récupérer l'admin de Firebase, donc tous les services. Nous, on va vouloir avoir plus précisément Firestore, qui est la base de données cloud. On a notre clé avec toutes les informations. On va connecter à distance avec Firebase. Puis une fois que ça c'est fait, on va se faire une variable db qui va s'appeler avec getFirestore. Donc, on va récupérer la base de données et on va exporter cette base de données-là. Module.exports égale db. Donc, on se souvient qu'avec Node.js, les imports-exports sont différents. On utilise des require, puis quand on veut exporter, on ne va pas utiliser export default, on va utiliser module.export, c'est égal, puis on va mettre la variable, l'information qu'on veut exporter. Une petite subtilité là, dans les imports-exports avec Node.js. Donc là, grâce à ça, on peut importer ce fichier-là DB pour quand on va vouloir se connecter, peu importe là, dans notre base de données.
Ce qui reste aussi à faire, c'est de dire, ben, moi j'ai besoin de ce package-là, on ne l'a pas installé non plus. Donc, je vais nettoyer ma console, je m'assure d'être dans le bon dossier, puis je npm install Firebase admin. Là, j'installe tout le système d'administration de Firebase. Donc, ça va prendre un petit temps. Je vais mettre ça sur pause. Alors, et voilà, on a fini d'installer le package. On va aller ensuite dans notre fichier de serveur principal. Donc, ce qu'on avait fait dans les autres vidéos, on avait utilisé un service de gabarit. On a mis nos fichiers statiques pour notre dossier public. On avait testé avec un middleware que je vais mettre en commentaire pour l'instant, on n'en a pas besoin. On avait une première route, puis on avait utilisé une route 404 par la suite. Moi, qui m'intéresse, ben moi, j'aimerais récupérer des films. Okay, donc, je vais faire serveur, get film. Puis ensuite, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à ma base de données. Puis, je vais aller faire ma première requête. On va voir dans d'autres vidéos toutes les opérations possibles avec CRUD pour lire notre base de données, ajouter, modifier, supprimer. Puis, première des choses, ben, j'ai besoin de ma base de données. constdb est égal à require. Et là, moi, je vais aller dans config. Config D. Puis je vais le mettre avec mes autres systèmes, mes autres importations. Puis ensuite, quand j'en ai besoin, ben, au lieu ici de retourner à l'eau, je vais aller chercher DB Collection. Puis là, je vais mettre le nom de la collection qui m'intéresse. On avait dit que notre collection s'appelait Film. Puis, va chercher toutes les informations. Donc ça, j'aimerais ça mettre ça dans une variable qui les docs. Puis, on va récupérer toutes ces informations-là. Le fait de connecter à la base de données, c'est une requête asynchrone. Donc, vous avez vu la session passée comment utiliser les requêtes asynchrones. Donc, si c'est asynchrone, on a besoin d'attendre, puis on va indiquer que notre fonction, elle va être asynchrone. Ici, en mettant async devant la fonction, puis await ici. Donc, on va attendre d'avoir le retour avant de continuer à la ligne suivante. Puis, on va se faire un array vide. Et dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage d'une base de données cloud, c'est que ça nous donne les références aux documents. Okay? Donc, ça ne retourne pas tout de suite les documents comme tels, ça retourne une référence. Donc, c'est très rapide, cette requête-là. Et par la suite, on peut demander, on va faire un for each de nos documents, docs.forEach. Puis, on va utiliser une fonction de fléché ici. Puis ensuite, pour chaque élément, on va avoir un document. Puis on va avoir un film en récupérant doc. La méthode data. Donc on va chercher la donnée associée à chaque référence. Okay? Donc ce qui est important, c'est que là, on va chercher des références. On va convertir ces références-là en données, puis on va les ajouter à notre tableau, puis c'est ça qu'on va retourner avec notre requête. Oups. Ensuite, j'ai dit film au pluriel point push de un film que j'ai récupéré. Puis, une fois que ça c'est fait, ben, je suis capable de retourner une réponse. Donc, return, res. Là, on peut mettre status parce que tout va bien. On a récupéré nos données. Puis, on va retourner du JSON avec notre film qui est ici.
Donc, on se prépare, on va tester en fait. Je vais démarrer mon serveur npm run dev parce que c'est un script qu'on a mis dans notre fichier package.json. On va voir, est-ce que j'ai une erreur? C'est un peu long, mais ça a démarré sur le port 3000, localhost 3000, ça va. Et maintenant, si je demande film, ben, je devrais me connecter à ma base de données. Puis, à moins que j'ai fait une erreur dans mon code, je devrais avoir accès à ma donnée. Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai pas d'erreur. Et voilà, ben, j'ai retourné un JSON avec un document qui comporte un titre euh, Memento. Donc, chaque élément, c'est comme un array d'objets JavaScript qu'on va récupérer d'objets JSON. Donc, si j'avais plusieurs films, j'aurais plusieurs éléments dans mon array qui seraient tous des objets avec la donnée qui est associée. On va voir dans une prochaine vidéo comment on peut filtrer, trier, ordonner les données avant de les renvoyer. Puis on va voir aussi comment on peut gérer les erreurs. Mais pour l'instant, voici comment connecter et tester là, une première fois notre base de données.